Le Cameroun ne doit pas sombrer dans la misère, ne doit pas sombrer dans la malfaçon parce qu'il faut que les opposants aient raison de ce que Paul Biya était le plus mauvais. Vous comprenez? Absolument. Donc nous devons garder au moins une chose, c'est que Paul Biya étant au pouvoir, qu'il fasse au moins un dernier acte dans la danse qu'il a commencé depuis 1982, en évacuant une bonne partie. J'ai l'habitude de le dire, et le maire venait de le dire. Le Cameroun n'a pas un problème d'individu à la tête de l'État. Non. Le Cameroun a un problème de système. Et il a bien labellisé, c'est-à-dire, le problème du Cameroun, c'est le système Biya, ce n'est pas l'homme Biya. Parce que Biya est dans chaque élément, chaque maillon du système de cette république. Okay. Donc, quand vous dites que vous enlevez Paul Biya, vous coupez la tête de Paul Biya, vous l'enlevez, vous mettez vous mettez n'importe qui après. Vous n'avez rien changé. Absolument. Parce que les mêmes gens sont là, le même système est là. Il va plutôt corrompre le seul individu qui aura remplacé Paul Biya et on aura continué à faire comme d'habitude. Et ce système est tellement puissant que si vous emmenez un individu à la place de Paul Biya, ce système va, non seulement va le corrompre, mais en plus va encore aller de plus au fond dans la malfaçon que nous vivons depuis. Donc il s'agit de changer le système. Et il n'y a que Paul Biya actuellement, du moins avant l'élection présidentielle, qui doit commencer le travail de décrotage de son propre système pour alléger la tâche à celui qui viendra. Après, comme je le dis, que ce soit un opposant, que ce soit quelqu'un d'autre, vraiment, nous souhaitons que ce soit un opposant, celui qui aura le meilleur programme, qui aura le meilleur profil, qui le remplace. Il s'agit de la République. Au-delà de ce qu'on est des opposants, d'autres sont au pouvoir, il y a la République. On s'oppose parce qu'on veut le bien du Cameroun. Eux, s'ils sont là-bas parce qu'ils peut-être ils veulent leur propre bien. Mais au fond aussi, il y a aussi un bien du Cameroun qu'ils doivent vouloir. Et Paul Biya est le seul qui a reçu l'élection. Pas eux. Donc c'est à lui que le peuple s'adresse, c'est à lui que tous les opposants s'adressent pour qu'il fasse le geste, qu'il montre au peuple camerounais qu'il mérite l'élection qu'on lui a donnée 7 fois depuis 1982. Qu'il fasse au moins le job. On sait qu'il est fatigué. On sait qu'il ne peut plus nous donner les routes. Il ne peut plus nous donner les immeubles. On ne peut plus nous donner les ponts, les ceci. Mais au moins qu'il apporte ces gens-là dans son départ et dans sa chute. Pour permettre à celui qui viendra après lui de travailler et de servir le peuple et qu'on puisse décoller. Alors, ce que beaucoup ont duré au pouvoir et beaucoup ont toujours travaillé avec Paul Biya. Et d'autres pensent qu'en fait, comme ils sont des amis de Paul Biya, comme ils ont toujours travaillé avec Paul Biya leur a fait tellement confiance, ils ne pensent pas que Paul Biya peut faire autrement. Puisse faire autrement que ce qu'il a toujours fait. Et donc aussi, certains ont été à la position que le ministre Ngongo a actuellement. Et qui n'ont pas peut-être accepté que ce soit lui qui les remplace. Et une fois qu'ils sont au gouvernement, s'érigent en contestataires systématisés du travail de l'actuel secrétaire général de la présidence de la République. Parce qu'il faut bien dire que l'actuel ministre de la Justice, c'est lui qui était là jusqu'en 2011. Parce qu'il a été nommé secrétaire général de la présidence de la République en 2006 après Jean-Marie Atamabara et il en est sorti en 2011. Et donc Ngongo est arrivé à son remplacement. Donc on comprend que doublé de sa casquette d'ami, vieil ami du président, parce que c'est la génération 69, le ministre de la Justice est entré à l'ENAM en 69, il en est sorti en 71. Et avec le président de la République, ils ont travaillé, ils ont évolué jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'a pas compris en fait qu'il ne veut pas intégrer que quelqu'un d'autre est assis à la place qu'il a occupée hier et qu'il peut en recevoir des instructions. Parce que lui aussi, que ce soit lui, le ministre de la Justice actuel, lorsqu'il était SGPR, que ce soit son prédécesseur, que ce soit Marafa, que ce soit tous les autres, ils ont bénéficié de la même délégation de signature et ils ont donné les mêmes hautes instructions et les mêmes ordres du chef de l'État. Ils les ont fait répercuter au ministre. On peut citer des cas et des cas dans cette République. Donc, dans la hiérarchie, du moins, dans le travail administratif de tout ce temps-là. Donc, moi, je dis qu'on est dans un imbroglio. Parce que vous allez donc comprendre une affaire aujourd'hui quand on parle de Sundance et Cam Iron. Les gens se disent, parce que quand on voit la première lettre du ministre délégué au SGPR, on comprend qu'il est pratiquement au bord de l'irrespect. De l'irrespect. C'est-à-dire qu'il veut rappeler au SGPR que vous n'êtes pas dans le dossier, c'est nous, l'agent de l'État, c'est nous, le conseiller juridique de l'État, et en l'heure actuelle, nous n'avons jamais désigné un agent, alors que c'était une erreur, alors que, effectivement, c'était bien le cas depuis 2022. Donc, en fait, il n'avait pas le fond du dossier, mais il s'est empressé de donner des leçons au secrétaire général de la présidence de la République. Je crois que peut-être quand on lui a fait partir au fond du dossier, on peut justifier qu'il se soit définitivement plié, et il a compris peut-être qu'on a voulu l'utiliser dans une guerre qui a toujours existé entre un proche collaborateur et ami du président de la République, qui est le ministre de la Justice, et ce collaborateur qui est le secrétaire général de la présidence de la République, ministre d'État. Alors, un point, Valère Bessala, il y a justement derrière cette contestation le fond qui consiste à dire ces instructions ne sont pas vraies.
Est-ce que c'est possible? Non, mais comment les instructions ne sont pas vraies? Moi, je dis toujours une chose, et c'est ce que moi j'ai appris, hein, les aînés qui m'ont appris au travail. Les instructions d'un chef, on les exécute d'abord, on va voir après. Dans l'administration, c'est comme ça. C'est-à-dire que si le collaborateur immédiat d'un chef qui a pignon administratif sur la rue administrative, vous dit, le chef dit, vous faites d'abord. Vous faites d'abord. Et peut-être par d'autres voies, vous pouvez saisir le chef pour dire, votre collaborateur m'a demandé de faire, j'ai déjà commencé à m'exécuter. Je voudrais savoir si c'est vraiment votre volonté. Vous comprenez? Mais on commence d'abord par s'exécuter. Vous comprenez? Et c'est cela en fait, même dans l'armée, on le dit, un ordre manifestement illégal peut être désobéi. Vous comprenez? Mais quand on vous a donné un ordre, vous l'exécutez d'abord. Vous comprenez? Donc je dis que ce qui se passe actuellement, c'est ça aussi. Ce que Paul Biya a instauré dans le landerneau camerounais. C'est-à-dire qu'il a constitué, il a labellisé son irresponsabilité politique sur toutes les affaires de l'État. Et c'est comme ça qu'Ahidjo fonctionne. Il a labellisé son irresponsabilité politique. Oui. C'est-à-dire que quand tout va bien, c'est lui. Quand tout va mal, quand ça a échoué, que tout va mal, non, c'est les autres. Mais regardez simplement. Un ministre, Biya ne lui a jamais rien demandé, il va inaugurer un point d'eau, il dit un don du président de la République, Biya ne connaît même pas l'affaire là. Un ministre va faire ceci, il dit sur instruction du président de la République, Biya ne connaît même pas l'affaire là. Alors qu'il est dans l'accomplissement de les missions régaliennes de son département ministériel. Vous comprenez? Mais quand ça va mal, là, vous n'entendez pas que c'est sur haute instruction de Paul Biya que nous avons mal fait. Personne n'en parlera parce qu'en fait c'est leur responsabilité. Et c'est ça qui lui a toujours donné les coups de franche. Lorsqu'il faut par exemple les tancer, lorsqu'il faut les traiter de criminels économiques, d'inertes et tout ce que les d'apprentis sorciers. Parce qu'en fait, il a labellisé son irresponsabilité. Vous allez donc comprendre qu'un secrétaire général président de la République, à travers la délégation des signatures qu'il a, est justement celui qui supporte les coûts. Parce qu'aujourd'hui, Biya a pu lui dire oralement, verbalement, demandez-leur de payer les honoraires du cabinet Jantet. Le secrétaire général le couche sur papier et répercute. Mais comme il n'était donc pas là quand Biya a donné cet ordre verbal, alors ceux qui estiment connaître mieux Paul Biya parce qu'ils sont ses amis disent le président ne peut pas avoir dit ça. Vous comprenez? Et voilà ce à quoi on arrive. Donc le secrétaire général est effectivement celui qui souffre maintenant des hautes douleurs du président de la République. Et c'est ce qui fait que même si on élargit le débat, aujourd'hui, le Camerounais lambda, si vous leur dites que c'est Paul Biya le responsable de tout ce qui nous arrive, il va dire non. Parce qu'il va vous dire, c'est pas lui qui est ministre de ci, c'est pas lui qui est ministre de ça, c'est pas lui qui est le DG de l'eau, c'est pas lui qui est le directeur de la Sonamine, c'est pas lui qui est ceci. Il a nommé des gens. Mais vous avez beau dire aux Camerounais que c'est ce même Paul Biya, donc vous ne voulez pas accepter la responsabilité et qui refuse quand même aussi de les changer. Non, il va vous dire, non, Paul Biya ne peut pas tout faire. Et puis vous voulez qu'il travaille avec qui? Vous voyez? Donc, cela est resté dans les esprits, M. Guizogo. C'est-à-dire cette labellisation de l'irresponsabilité qu'il a hérité du président Ahidjo. Parce qu'on a eu un sur débat. Ce point-là, oui, mais je voulais vous interpeller sur ce point. Quand vous faites la comparaison avec Ahidjo, pour beaucoup de Camerounais aussi, ils considèrent qu'Ahidjo était beaucoup plus proche, beaucoup plus actif, même peut-être proactif. Mais c'est pas oui, effectivement. C'est là la grande réalité. Même si Ahidjo avait aussi labellisé cette irresponsabilité, il a peut-être poussé l'alchimie de l'irresponsabilité un peu plus loin, il a sophistiqué. Mais il y a qu'au fond, Ahidjo avait d'autres méthodes pour être plus proche. Ngimba Libous, je crois, quelque chose comme ça, qui était DG de quelque chose, avait construit une grande maison au niveau de Montfévé là-bas en haut. Il faisait son chantier tranquillement. Et un matin, Ahidjo est arrivé avec le capitaine, justement, qui était celui qui était dans le coup d'état du 6 avril. Le capitaine Adamo Salatou, voilà, il est arrivé. Il a dit, bon, voilà, un matin, en boubou blanc, il a dit, je suis arrivé dans votre chantier, mais on m'a dit que voilà, mais terminez la construction. Mais sachez que dès que vous avez terminé, on va en faire une résidence administrative. Voilà ce qu'il a fait. Et puis il avait limogé le type quelques temps après, je pense en 69-70, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc il avait d'autres méthodes parallèles, non seulement pour utiliser les informations qu'il recevait des services de renseignement, et là il faudra encore qu'on en parle, mais aussi lui-même d'aller au four au moulin pour voir effectivement ce qui se passait. Parce que si il avait gardé cette méthode à Ahidjo, c'est-à-dire la méthode parallèle de contrôle des affaires de l'État, il y a longtemps qu'on aurait eu notre complexe au Dolembe. Parce qu'au Dolembe, ce n'est pas un stade, c'est un complexe sportif. Avec beaucoup de choses à l'intérieur. Biya, si c'était à Ahidjo, il se serait déplacé. La CAN de 72,
Biya lui-même, du moins Ahidjo lui-même, avait pris ses responsabilités. Ils ont fait la prison pour certains. D'autres ont été exécutés. Ça ne vous pas. D'autres ont été exécutés. Rappelons que les stades n'avaient pas été achevés. Et donc, des gens avaient dû être censurés. Sur le projet Sonara, quand le président Ahidjo décide de créer la Sonara en 74, parce qu'en fait, le texte date de 74, l'initiative date de 74, même si la réalisation date de 79, il était question que la Sonara, notre Sonara, raffine le pétrole. C'est-à-dire notre pétrole qui était reconnu comme lourd. Parce qu'en fait, avant de construire la Sonara, comme on est en train de parler de Sundance, des études d'exploration ont été faites pour dire que notre pétrole est un pétrole lourd. Et donc la technologie a été aussi identifiée pour la raffinerie, pour le raffinage de notre pétrole lourd sur place. Mais les Français à travers, c'était encore Total, c'était pas encore Total, c'était Elf. Elf s'était arrangé justement en complicité avec les ingénieurs camerounais pour ne pas nous doter de la logistique qui nous permettait de raffiner notre pétrole et donc d'entrer dans la logique des rétrocommissions, vendre notre pétrole lourd à l'étranger et d'en acheter un des légers pour la consommation domestique. Ahidjo avait exécuté des Camerounais dans ce sens. Mais personne n'en parlera toujours parce que les gens, ceux qui connaissent ce dossier-là le savent. Ahidjo a vérifié l'affaire et il en a exécuté. D'autres ont réussi à sortir et s'en aller jusqu'aujourd'hui. Je pense qu'il y en a d'autres qui sont même morts à l'extérieur. Donc Ahidjo avait cette méthode-là. Si Biya avait donc utilisé cette méthode, il y a longtemps que le stade d'Olembe n'aurait jamais été un stade, mais plutôt un complexe sportif, comme cela a été écrit sur le papier. Si Biya avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que le port en eau profonde de Kribi aurait été un complexe industrialo-portuaire. Plutôt qu'un simple malheureux port que nous avons aujourd'hui et qu'on est en train de colmater au fur et à mesure. Si Biya avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que la CDE aurait été dénichée depuis. Elle n'aurait même pas eu pignon sur rue au Cameroun, c'est-à-dire on a vendu. Vous avez imaginé un crime pareil? C'est-à-dire que où l'État décide de garder la logistique de construction des réseaux d'eau et de donner l'usufruit de l'eau à une compagnie étrangère, c'est-à-dire un commerçant, de vendre l'eau pendant que lui souffre. Vous comprenez ça? Si il y avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que la Sonel serait restée Sonel. On n'aurait jamais donné nos affaires en affermage, comme il dit là, à AES, à Eneo et tout ça, qui viennent vendre l'électricité pendant que l'État supporte le coût des infrastructures d'électricité. Si il y avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que tous les barrages auraient été livrés. Mekin aurait été livré, Lompanga aurait été livré, Memvele aurait été livré. Tout aurait, d'autres même n'auraient même pas commencé parce que les études auraient été concluantes et Biya aurait su qu'en fait ces choses-là ne peuvent pas prospérer. Mais comme il a décidé donc de rester toujours au paradis et au ciel et de laisser le peuple en enfer avec les diables que lui-même il nomme tous les jours, on se retrouve donc dans cette situation-là où les diables ont décidé de faire hara sur le peuple et de pouvoir donner des volontés qui parfois ne sont même pas celles du président pour implémenter certaines choses qui leur profitent. Donc quand on revient sur le dossier comme Iron et Sundance, on comprend qu'on est dans cette filouterie-là. Rentrez au minute. Je l'ai dit tout à l'heure. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses, prenez même le projet Grand Zambie. Il a parlé du projet de Grand Zambie dans le c'est dans l'océan. C'est dans l'océan. Grand Zambie dans l'océan. Dans l'océan. Alors, il a parlé de ce projet et du coup, les gars ont déjà mis une entreprise dessus. On commence à entendre des choses sur lesquelles on dit l'entreprise n'a même pas de surface pour faire cette affaire-là parce qu'ils sont encore derrière cette affaire. Ils créent des entreprises, ils prennent des permis d'exploration, ils les mettent en sous-location et c'est ces entreprises qui les lèvent. Je vous prends encore un cas. Restons même dans notre ville. Allez ici au lac. Ici au lac central, le projet de construction de l'hôtel, le complexe, ceci là au lac central, est-ce qu'il fonctionne encore aujourd'hui? Mais on avait vendu une affaire où l'État devait dépenser des centaines de milliards. Ils sont allés chercher une entreprise. Aujourd'hui, on vous pose la question, quelle est même cette entreprise? On se rend compte que c'est une entreprise fictive, en fait, qui n'a même aucune surface. C'est encore eux qui sont derrière et qui ont créé un écart. La première pierre a été faite par le Premier ministre. Est-ce que vous savez que cette entreprise devait livrer ce travail depuis 2024? C'est-à-dire qu'on aurait déjà eu ce complexe depuis 2024 là. Mais rien aujourd'hui. Vous voyez ce qui s'est passé? C'est ça le véritable problème. Alors, il y a même eu un débat, M. Guizoro, sur l'affaire Wandier. Parce que j'aime toujours le rappeler sur l'affaire Wandier. Ahidjo avait toujours cette méthode, c'est-à-dire de labelliser son irresponsabilité. Alors, on dit Ahidjo, c'est lui qui a exécuté Wandier. Non! Ahidjo ne l'a pas fait tout seul, il l'a fait avec Paul Biya. Parce que ce que vous reprochez au SGPR actuel, secrétaire ministre d'État, secrétaire général président de la République, c'est qui était ministre d'État? Il n'était pas ministre d'État, mais il était secrétaire général président de la République. C'était bel et bien Paul Biya. Est-ce qu'il avait le pouvoir d'intervenir? Non, justement, il avait la même délégation de signature dont bénéficie l'actuel secrétaire général président de la République. Donc, et il avait même comme adjoint Ebois, Samuel, oui. Qui était un homme du Mungo. Donc, quand vous avez donc des faits
comme cela, vous ne pouvez pas poser la responsabilité entièrement sur Ahidjo. Puisque Ahidjo lui-même avait ces gens-là sur lui et donc l'actuel président de la République était secrétaire de la présidence. On n'a pas ouvert le... On comprend donc que dans l'exécution de Wandié, Ouais. Ahidjo n'a pas pris le téléphone et a appelé le juge pour dire voilà le sens de la décision. On comprend bien qu'on est passé par le secrétaire général de la présidence de la République qui a répercuté les instructions au ministre de la Justice, qui lui-même a parlé au juge et on est arrivé à ce résultat. La même chose avec Ndormo, puisque Ndormo et Wandié étaient dans la même affaire. Vous comprenez? Et donc j'ai pris cet exemple pour que vous compreniez que le secrétaire général est justement dans son rôle. Et on peut dire tout ce qu'on veut de la délégation de signature, même si ça rend un peu le roi feignant, mais il y a le fond. C'est que, en l'état actuel, le président est fatigué. Et le secrétaire général du président de la République, à travers ces délégations de signature, a encore suffisamment d'énergie pour au moins courir derrière les ministres qui sont dans la malfaçon, qui sont dans la trahison, qui sont dans la haute trahison, qui sont même dans l'intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire parce que ce n'est pas parce que ça ne porte pas sur le domaine sécuritaire que vous allez penser qu'on n'est pas... On est dans une affaire d'intelligence avec l'ennemi. C'est-à-dire qu'une entreprise est fautive sur toute la ligne, n'a pas produit le document, n'a pas produit les résultats escomptés dans le travail d'exploration, de recherche du fait de Mbalam. On lui a quand même donné un permis d'exploitation, on ne sait trop comment, et on lui a donné une garantie souveraine en milliards que l'entreprise a exploité au niveau de la bourse, a fait tourner, a eu des bénéfices, et des individus empêchent l'État d'aller en justice, donc au procès arbitral, pour aller négocier sur les 94 milliards. Ça, c'est une intelligence avec l'ennemi, vous comprenez? Donc, on va poser ce problème. Mais il y a aussi le fond. C'est que Paul Biya est quand même aussi décevant sur ce point. C'est-à-dire que les services de renseignement font leur travail dans ce pays. Mais on ne comprend pas pourquoi le travail des services de renseignement n'est pas toujours suivi, n'est pas toujours répercuté auprès du président de la République. Là, on va peut-être aussi poser le problème de la délégation de signature, M. Zogo. C'est-à-dire qu'on sait que le secrétaire général du président de la République, c'est lui, par exemple, qui gère la DGSN. Hein? La DGRE, par exemple. Et la DGRE. Non, on va dire une partie. Oui, une partie à DGRE. Parce qu'on sait que la DGRE a d'autres moyens pour atteindre le président. Elle peut passer par l'état-major du président, vous comprenez. Mais la DGSN, c'est systématiquement. C'est-à-dire que si le DGSN touche le président, c'est peut-être du fait de leurs relations personnelles qu'ils ont. Mais on sait que c'est le secrétaire général de la présidence de la République qui gère le service de la sûreté nationale. Alors, ces services font leur travail. On a même eu des rapports sur cette affaire Sundance, je crois depuis 2007, ça dit qu'il montrait effectivement que des papiers de la DGRE et même de la DGSN, la surveillance du territoire, qui montraient que Cameroun était une entreprise fictive, ou du moins qui avait été créée uniquement pour ce dossier, pour les besoins de cette cause-là. On a eu des documents sur, il y avait même des investigations jusqu'en Australie, sur Sundance, justement, qui avaient des difficultés à prouver un lien immédiat avec Cameroun dans ce dossier. Vous comprenez? Donc il y avait eu un peu comme un achat de label de Cameroun chez Sundance. C'est-à-dire que comme Sundance est une entreprise reconnue dans le domaine des mines, il leur fallait ce paravent, ce label-là, pour pouvoir convaincre l'État camerounais de ce qu'ils étaient en bonne affaire. Donc vous voyez, les services de renseignement ont travaillé, ont donné le fonds au président de la République. Et le ministre de la Justice qui était justement là, était secrétaire général du président de la République à l'époque. Donc on ne comprend pas pourquoi est-ce que le président n'a pas eu l'information exacte sur le caractère fictif de cette entreprise-là, c'est-à-dire de Cameroun, et sur le lien discutable de Cameroun avec Sundance, qui est justement une entreprise à grande surface dans le domaine des mines. Vous comprenez donc qu'on peut essayer de comprendre qu'une fois secrétaire général du président de la République, il devient ministre de la Justice, il rentre dans ce genre de choses-là. Parce qu'effectivement, il n'a pas de délit d'initié. C'est-à-dire que vous connaissez le dossier depuis que vous étiez secrétaire général du président de la République, vous arrivez sur la scène ministre de la Justice et vous dévoyez l'État du Cameroun sur la défense de ses intérêts, qui sont des intérêts judiciaires sur le plan arbitral, où l'État peut avoir raison et même obtenir gain de cause et des dommages et intérêts, ou le paiement de son préjudice économique, et vous décidez d'aller plutôt négocier une affaire. Parce que quand vous allez déjà en négociation, celui qui accepte d'aller en négociation et évite la voie judiciaire, avoue déjà en partie sa faute. Or, l'État dit, nous ne sommes pas fautifs. C'est plutôt nous qui revendiquons, non seulement de l'argent garantie souveraine, décerné, donné à cette entreprise, jusqu'aujourd'hui sans résultat, mais en plus, cette entreprise n'a rien fait du tout et tous ces contrats qui lui ont été décernés sont devenus caducs. Donc, cette entreprise, c'est elle plutôt qui devrait nous payer un préjudice. Donc, voilà le fond de l'affaire, M. Guizoko. Nous sommes dans cette logique où, pour dire que le président est responsable de tout ça. Parce qu'en fait, même s'il donne une délégation de signature à son collaborateur, cela ne doit pas l'empêcher lui-même d'avoir d'autres canaux pour avoir la raison. Les services de renseignement, depuis une quinzaine d'années,
pour ceux que j'en connais depuis le temps, ça fait longtemps, c'est mes souvenirs quand vous évoquez le sujet, ont bien écrit au président de la République sur cette affaire-là. On a encore des copies, même qui traînent par là. Mais le président n'a jamais réagi. On comprend peut-être que le président n'a jamais été au courant et que ses collaborateurs ont mis le pied dessus. Et donc, quand l'affaire surgit maintenant, il est difficile, comme le maire le disait tout à l'heure, de démêler les chevaux et de savoir exactement où est-ce que la filouterie étatique a commencé et avec qui. Valère Bessala, vers quoi devrait-on aller? On peut espérer sortir de ce dossier, de cette affaire Sundance? Est-ce qu'il y a une issue meilleure que celle qu'on voit actuellement? Il faut les balayer. Ah oui? Il faut les balayer. On a cité des dossiers et des dossiers. Vous croyez que l'affaire Sundance, la méthode a été créée aujourd'hui? Non. La méthode a été créée dans plusieurs dossiers. Il en a parlé, j'en ai parlé. Prenez l'affaire McGill. Sur le stade de Lomé. Mais on a vu, c'est-à-dire que McGill décide de construire, mais ce qu'ils font dans le contrat avec McGill, ils s'abstiennent d'introduire une clause de règlement de différend. Volontairement? Volontairement, une clause de règlement de différend, c'est-à-dire au cas où vous n'accomplissez pas votre tâche, qu'est-ce qu'on fait? C'est sur cela que le ministère des Sports et la présidence se sont engouffrés. Pour dire encore à Paul Biya, il faut ajouter de l'argent. Allons plutôt encore chercher McGill. Alors que c'est eux qui ont ramené Piccini. Oui. À la suite de McGill, vous dites non, McGill ne peut pas accomplir. Et c'est eux qui disent encore McGill va porter plainte. Parce qu'une fois qu'on va dire, et c'est eux qui font encore notre président, si nous allons en justice avec McGill, ce sera beaucoup de milliards qu'on va perdre. Mieux, on résilie le contrat avec Piccini, on rappelle McGill et on lui ajoute tant de milliards pour finir le travail. La conséquence, c'est que l'argent que McGill a d'abord eu sans finir le travail est enterré. Ouais. Et il faut encore lui donner un autre argent pour un marché dont on n'est même pas sûr qu'il va accomplir le fond des travaux. Vous comprenez? Donc c'est des schémas qui sont faits depuis monsieur Guizot. Donc nous pouvons citer des cas et des cas dans les dossiers de la République. Donc pour moi, le président, il doit les nettoyer. Il doit les nettoyer. Et dans la logique politique dans laquelle je me trouve, j'ai toujours dit aux jeunes de patienter. De patienter parce que le trouble aujourd'hui ne profitera pas à la jeunesse et à la postérité. Ces gens qui prennent des milliards là, leur souhait, c'est que si le peuple peut se lever demain là et chasser Paul Biya, ça fait leur affaire. Parce qu'ils sentent déjà que Paul Biya, étant déjà âgé, ne tient plus vraiment les manettes. Et à tout moment, il peut choisir une solution dans la succession qui ne convient pas à leurs intérêts. Vous comprenez? C'est là où nous tenons donc bon avec la jeunesse. Nous disons, si Paul Biya doit aller jusqu'au bout, qu'il aille au bout. S'il veut même être candidat, qu'il soit candidat, mais que nous allions l'humilier à l'élection. Mais pas que nous ayons un individu à la place de Paul Biya qui aille aux élections avec lui, qui ait encore par exemple les jambes fortes et les muscles assez constitués, et où le peuple dira, lui quand même peu, lui quand même peu. Donc il faut que Paul Biya assume sa responsabilité. C'est ce que nous disons à la jeunesse tous les jours. Qu'il assume sa responsabilité devant l'histoire. Parce que nous continuons à refuser de penser, et c'est ce que je dis à la jeunesse tous les jours, que Paul Biya va accepter de sortir de l'histoire du Cameroun par la honte, par la petite porte. Donc c'est cela qui nous fait encore garder cet espoir, parce que au-delà de l'opposition politique de M. le maire et moi, vous comprenez, on a beau être opposant, mais il y a quand même que le Cameroun. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que nous voulons le pouvoir qu'on va souhaiter que Paul Biya échoue, que Paul Biya garde le Cameroun comme il veut, parce que ça va montrer que les opposants avaient raison. Non, le Cameroun ne doit pas sombrer dans la misère, ne doit pas sombrer dans la malfaçon, parce qu'il faut que les opposants aient raison de ce que Paul Biya était le plus mauvais. Vous comprenez? Absolument. Donc nous devons garder au moins une chose, c'est que Paul Biya étant au pouvoir, qu'il fasse au moins un dernier acte dans la danse qu'il a commencé depuis 1982, en évacuant une bonne partie. J'ai l'habitude de le dire, et le maire venait de le dire. Le Cameroun n'a pas un problème d'individu à la tête de l'État. Non. Le Cameroun a un problème de système. Et il a bien labellisé, c'est-à-dire, le problème du Cameroun, c'est le système Biya, ce n'est pas l'homme Biya. Parce que Biya est dans chaque élément, chaque maillon du système de cette république. Okay. Donc, quand vous dites que vous enlevez Paul Biya, vous coupez la tête de Paul Biya, vous l'enlevez, vous mettez vous mettez n'importe qui après, vous n'avez rien changé. Absolument. Parce que les mêmes gens sont là, le même système est là. Il va plutôt corrompre le seul individu qui aura remplacé Paul Biya et on aura continué à faire comme d'habitude. Et ce système est tellement puissant que si vous emmenez un individu à la place de Paul Biya, ce système non seulement va le corrompre, mais en plus va encore aller de plus au fond dans la malfaçon que nous vivons depuis. Donc il s'agit de changer le système. Et il n'y a que Paul Biya actuellement, du moins avant l'élection présidentielle,
qui doit commencer le travail de décrotage de son propre système pour alléger la tâche à celui qui viendra. Comme je l'ai dit, que ce soit un opposant, que ce soit quelqu'un d'autre, vraiment, nous souhaitons que ce soit un opposant, celui qui aura le meilleur programme, qui aura le meilleur profil, qui le remplacera. Il s'agit de la République. Au-delà de ce qu'on est des opposants, d'autres sont au pouvoir, il y a la République. On s'oppose parce qu'on veut le bien du Cameroun. Eux aussi, ils sont là-bas parce qu'ils peut-être ils veulent leur propre bien. Mais au fond aussi, il y a aussi un bien du Cameroun qu'ils doivent vouloir. Et Paul Biya est le seul qui a reçu l'élection. Pas eux. Donc c'est à lui que le peuple s'adresse, c'est à lui que tous les opposants s'adressent pour qu'il fasse le geste, qu'il montre au peuple camerounais qu'il mérite l'élection qu'on lui a donnée 7 fois depuis 1982. Qu'il fasse au moins le job. On sait qu'il est fatigué. On sait qu'il ne peut plus nous donner les routes. Il ne peut plus nous donner les immeubles. On ne peut plus donner les ponts, les ceci. Mais au moins qu'il apporte ces gens-là dans son départ et dans sa chute. Pour permettre à celui qui viendra après lui de travailler et de servir le peuple et qu'on puisse décoller. Alors,